À la base de votre plante de tomates, une fourmi garde des pucerons. Elle ne les mange pas, elle les élève, leur caressant le dos pour en traire un liquide sucré, repoussant les coccinelles qui viennent se nourrir et transportant les plus jeunes pucerons vers des feuilles fraîches. De la même manière qu'un éleveur déplace son bétail vers des pâturages plus verts, c'est l'économie cachée de votre jardin. Et c'est la raison pour laquelle presque chaque flacon de spray anti-puceron que vous avez acheté a échoué. Il existe une poudre à 2 $ sur l'étagère de votre quincaillerie en ce moment même qui brise cette économie à la racine. Une cuillère à café dans une tasse d'eau sucrée et toute l'opération s'effondre en une semaine. La poudre qui se cache à la vue de tous est faite de l'acide borique. Un petit pot coûte environ 2 $ dans la plupart des quincailleries. Il est enregistré aux États-Unis comme insecticide depuis 1948 et au cours des 78 années qui ont suivi, aucune espèce d'insecte n'a été confirmée comme ayant développé une résistance biologique complète à son égard. Pas une seule. Cela seul rend l'acide borique presque unique dans l'histoire de la lutte antiparasitaire. La plupart des pesticides synthétiques ont une durée de vie utile mesurée en décennies avant que les insectes n'évoluent pour les contourner. Prenez les pyrétrinoïdes, l'insecticide de jardin le plus courant sur les étagères aujourd'hui. Des souches de blattes germaniques collectées sur le terrain et étudiées à l'Université de Floride par Wu et Apple en 2017 ont montré des ratios de résistance de 30 à 50 fois la dose de base en laboratoire. Les produits chimiques cessent de fonctionner. Les nuisibles deviennent plus forts. La bouteille sur l'étagère dit la même chose qu'il y a 10 ans. Mais les insectes la lisent différemment. L'acide borique n'a pas ce problème. Et la raison est biologique, pas chimique. C'est un minéral naturel extrait de litres de lacs asséchés en Californie, en Turquie et au Tibet. Les insectes ne peuvent pas évoluer autour des minéraux comme ils ont évolué autour des molécules organiques de synthèse. La sélection naturelle n'a aucune prise. Cox, dans une revue de 2004 pour le Journal of Pesticide Reform, a examiné près d'un siècle d'utilisation de l'acide borique dans la lutte antiparasitaire agricole et domestique et n'a trouvé aucun cas documenté de résistance confirmée chez aucune espèce d'insecte. L'acide borique est également remarquablement bon marché. La raison pour laquelle il n'est pas annoncé à la télévision, la raison pour laquelle il n'y a pas de campagne nationale rutilante derrière lui, est l'économie la plus simple du monde. Rien d'aussi peu coûteux ne peut soutenir un budget marketing. Un pot à 2 $ ne paiera jamais un panneau publicitaire, mais l'efficacité et le prix ne sont que la moitié de l'histoire. L'autre moitié est que l'acide borique résout un problème que la plupart des jardiniers ne savent même pas qu'ils ont. Le problème n'est pas les pucerons sur les feuilles. Le problème est celui qui les nourrit. Quand les pucerons apparaissent sur les roses, les poivrons, le chou frisé ou les concombres, l'instinct est de saisir un flacon pulvérisateur. Savon, neem, pyrétrine. Peu importe ce qu'il y a dans la remise, les pucerons meurent. 3 jours plus tard, ils sont de retour en plus grand nombre. Le cycle se répète chaque semaine. À la mi-août, la plupart des jardiniers abandonnent simplement et acceptent les dégâts. Voici ce que le flacon pulvérisateur a manqué. Les pucerons sur une plante de jardin prospère ne sont presque jamais seuls. Au-dessus d'eux, autour d'eux et sur le sol à la base de la tige, une colonie de fourmis gère une exploitation d'élevage. Les fourmis protègent les pucerons des coccinelles, des chrysopes et des guêpes parasites qui, autrement, les mangeraient. Elles transportent physiquement les pucerons vers de jeunes feuilles fraîches où la sève est la plus riche. Certaines espèces de fourmis vont même jusqu'à arracher les ailes des pucerons ailés pour que le troupeau ne puisse pas s'envoler vers un autre jardin. En échange, les pucerons sécrètent un liquide riche en sucre appelé myélate, que les fourmis collectent et rapportent pour nourrir la colonie. Les entomologistes ont un terme précis pour cet arrangement. La trophobiose, ou alimentation mutuelle. La fourmi obtient des calories, le puceron obtient une protection contre chaque prédateur naturel qui, normalement, maintiendrait sa population sous contrôle. Gratter les pucerons des feuilles au lever du soleil, c'est combattre uniquement le bétail, pas les éleveurs, Optidimer. Ce n'est pas une théorie marginale. C'est documenté dans les manuels d'entomologie standard et confirmé sur le terrain. Une étude de Venture et ses collègues,
publié en 2014 et indexé à la National Library of Medicine, a examiné 3 espèces de fourmis nuisibles dans les vignobles sud-africains et leur relation avec la cochinelle de la vigne. Lorsque les chercheurs ont physiquement bloqué l'accès des fourmis aux vignes à l'aide de barrières collantes autour du tronc, les populations de cochenilles se sont effondrées en quelques semaines. Aucun pesticide n'a été appliqué. Les prédateurs naturels étaient toujours là. Ils ne pouvaient tout simplement pas passer des gardes de sécurité. C'est pourquoi chaque flacon pulvérisateur finit par échouer. Tuer les pucerons sans enlever les fourmis, c'est tuer les clients sans enlever l'éleveur. En quelques jours, l'éleveur amène de nouveaux pucerons d'une plante voisine ou élève des remplaçants à partir d'œufs que le spray n'a jamais atteints. L'économie redémarre, le jardinier doit briser l'éleveur, et l'éleveur vit sous terre dans une colonie de 10 000 individus ou plus avec une reine que le jardinier ne verra jamais et n'atteindra jamais avec aucun spray jamais inventé. C'est exactement le problème que l'acide borique a été conçu pour résoudre. L'acide borique brise l'éleveur grâce à un mécanisme lent, presque chirurgical. Lorsqu'une fourmi ouvrière se nourrit d'une solution d'eau sucrée contenant 1 à 2 % d'acide borique, 3 choses se produisent dans l'ordre. Premièrement, la fourmi ne meurt pas immédiatement. C'est la partie la plus importante de tout le système. Et c'est aussi la partie que la plupart des recettes maison ratent en utilisant trop de poudre. L'acide borique traverse l'intestin de la fourmi sans provoquer de paralysie rapide. L'ouvrière continue de marcher, de chercher de la nourriture, de transporter. Pour le jardinier qui l'observe, la fourmi semble tout à fait normale. Deuxièmement, cette ouvrière retourne au nid avec l'appât toujours dans son jabot. La petite poche que les fourmis utilisent pour transporter la nourriture liquide. Les fourmis partagent la nourriture par un processus appelé trophallaxie, une alimentation de bouche à bouche, passant le liquide aux compagnons de nid, aux larves et finalement à la reine. Une seule fourmi ouvrière peut nourrir des dizaines de membres de la colonie à partir d'un seul voyage à la station d'abattage. Troisièmement, l'acide borique fait son travail de l'intérieur. Il abrase la paroi intestinale et perturbe les enzymes digestives dont l'insecte a besoin pour absorber les nutriments. La fourmi meurt essentiellement de faim au niveau cellulaire, peu importe la quantité qu'elle mange par la suite. La mort survient en 24 à 72 heures. À ce stade, la dose a été distribuée à une grande partie de la colonie, y compris la reine, qui ne quitte jamais le nid et ne touche jamais l'appât directement. Il existe également un mécanisme secondaire. Lorsque la poudre d'acide borique entre en contact avec l'exosquelette d'un insecte sous forme sèche, les fins cristaux rainent la cuticule cireuse externe qui retient l'humidité. L'insecte se déshydrate de l'extérieur vers l'intérieur. Alors même qu'il est empoisonné de l'intérieur vers l'extérieur, les punaises de lit, qui ont des cuticules exceptionnellement épaisses, sont partiellement résistantes à cette voie de contact. Selon une recherche publiée dans le Journal of Economic Entomology en 2018, elles meurent toujours lorsqu'elles ingèrent de l'acide borique, mais elles ne meurent pas en marchant dessus. Les nuisibles de jardin à corps mou comme les pucerons, les perce-oreilles, les limaces et les nymphes de punaises de la courge n'ont pas une telle défense. La poudre sèche agit sur eux par les 2 voies à la fois. 2 voies, un minéral. C'est pourquoi près d'un siècle d'utilisation constante n'a pas produit de souche résistante confirmée chez aucune espèce de nuisible agricole. Comparez cela au glyphosate, où la résistance des mauvaises herbes a été documentée dans les 20 ans suivant son adoption généralisée, ou aux pyrétrinoïdes, où la résistance des moustiques et des blattes dépasse maintenant 50 fois la dose efficace d'origine dans de nombreuses régions. L'arme est entre les mains du jardinier. La question suivante est la distribution, car un minéral puissant appliqué sans précaution peut endommager le sol même qu'il est censé protéger. Et cette erreur est celle que la plupart des jardiniers amateurs commettent dès la première semaine. L'application de jardin la plus efficace de l'acide borique est un appât liquide à l'eau sucrée délivré sur des boules de coton à l'intérieur d'une station abritée. La recette est simple, mais les proportions comptent, et la plupart des versions en ligne se trompent d'une manière qui fait échouer l'appât en silence. Commencez par une tasse d'eau tiède. Dissolvez-y 3 cuillères à soupe de sucre blanc ordinaire, en remuant jusqu'à ce que l'eau soit complètement claire.
Ajoutez ensuite une cuillère à café rase de poudre d'acide borique de qualité technique, celle vendue pour le contrôle des fourmis et des blattes dans les quincailleries, et non le borax du rayon lessive. Le borax est un composé différent, le tétraborate de sodium, et il contient une teneur en sodium différente que certaines espèces de fourmis rejettent catégoriquement. Pour l'usage au jardin, l'acide borique technique est le bon outil. Ce mélange titre environ 2% d'acide borique en poids. Ce ratio est intentionnel et important. Des concentrations plus faibles peuvent ne pas délivrer une dose létale à la colonie lorsqu'elles sont distribuées à des milliers de compagnons de nid. Des concentrations plus élevées tuent la fourmi ouvrière trop rapidement avant qu'elle ne puisse rapporter l'appât à la maison, ce qui laisse la reine en vie et la colonie intacte en moins de 2 semaines. De nombreuses recettes de maison demandent des cuillères à soupe d'acide borique au lieu de cuillères à café. Et cette seule erreur, c'est la raison pour laquelle tant de jardiniers signalent des stations d'appâtage qui n'ont rien fait. Les fourmis sont mortes trop vite. La reine n'a jamais été nourrie. Imbibez 3 ou 4 boules de coton dans la solution et placez-les dans des couvercles en plastique peu profonds. Les vieux couvercles de yaourt, de fromage blanc ou de bocaux fonctionnent parfaitement. Placez chaque station près d'une piste de fourmis active, puis couvrez-la avec un pot de fleurs renversé, une pierre plate ou un petit morceau de bois de récupération. L'abri remplit 3 fonctions à la fois. Il empêche la pluie de diluer l'appât, il empêche le soleil direct de dessécher le coton et il tient les pollinisateurs, les animaux domestiques et les enfants curieux bien à l'écart de l'acide borique. Pendant les 2 ou 3 premiers jours après la mise en place, le trafic de fourmis aux stations augmentera de manière spectaculaire. Pour le jardinier qui observe, cela peut donner l'impression que l'appât échoue. Il y a plus de fourmis que jamais qui grouillent sur les boules de coton, entrant et sortant en de longues files disciplinées. C'est le contraire qui se produit. Chaque fourmi arrivant à la station est un coursier, ramassant la dose et la rapportant à la maison. Le pic de trafic est le pic de livraison à la colonie. C'est à ce moment que l'appât fait son travail le plus important. Du jour 5 au jour 7, la piste s'amincit notablement. Au jour 9, dans la plupart des cas, la piste a entièrement disparu. La reine a cessé de produire du couvain, sans les ouvrières transportant le miel à la maison. Le troupeau de pucerons sur les feuilles a perdu ses protecteurs. Au cours de la même semaine, les larves de coccinelle et les nymphes de chrysope, qui étaient toujours présentes dans tout jardin sain, mais simplement surpassées en nombre par les gardes-fourmis, trouvent les pucerons non gardés et les éliminent dans quelques jours. Une station d'appâtage, une cuillère à café de poudre à 2$, un cycle de 9 jours, l'économie s'effondre sans une seule goutte de pesticides synthétiques sur une seule feuille. Le sucre blanc ordinaire fonctionne dans un appât à l'acide borique, mais il est loin d'être le support le plus attractif. Et une recherche sur le terrain publiée en 2024 par Bhattacharya et ses collègues a mis des chiffres réels sur la différence que fait le choix de l'édulcorant. Dans leur étude, l'équipe a testé 4 supports à base de sucre associés à l'acide borique contre les fourmis rouges, le sucre blanc raffiné, une solution de saccharose, la mélasse noire et le miel brut, la même concentration d'acide borique dans chacun, la même conception de station. Ils ont compté combien de fourmis chaque station attirait sur une période d'observation fixe. Le sucre blanc a attiré en moyenne environ 7 fourmis par cycle. La solution de saccharose en a attiré 5. La mélasse noire en a attiré 18. Le miel brut en a attiré 25. Le miel a surpassé le sucre ordinaire d'environ 3 fois et demi. La mélasse a surpassé le sucre ordinaire d'environ 2 fois et demi. Les deux ont réussi cela pour une raison biologique simple. Les fourmis ouvrières sont programmées par l'évolution pour détecter la densité calorique et les oligoéléments. Pas seulement le goût sucré, le sucre de canne blanc raffiné est presque du saccharose pur, dépouillé de tout le reste lors du traitement industriel. Le miel brut contient des acides aminés, des vitamines B et des oligoéléments qui signalent une nourriture de haute valeur à une éclaireuse fourmi en cas de nourriture. La mélasse noire, le sirop sombre et riche en minéraux restant après le raffinage du sucre, est chargé de fin, de calcium, de magnésium et de glucides complexes que les fourmis perçoivent comme une source de nourriture plus riche et plus concentrée que tout ce qu'elles trouveraient normalement lors d'une recherche sauvage.
Pour le jardinier amateur, l'amélioration pratique est simple. Commencez par la recette standard. Une tasse d'eau tiède, 3 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café d'acide borique. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de miel brut ou une cuillère à soupe de mélasse noire. L'appât reste liquide, la concentration d'acide borique ne change pratiquement pas, mais l'appât sent maintenant pour une fourmi comme la différence entre un café de station-service et une pâtisserie fraîchement cuite. Une note de prudence pour les jardins proches des ruchers. Le miel brut peut attirer les abeilles ouvrières si une station ouverte se trouve dans leur rayon de butinage normal, généralement à moins de 100 mètres d'une ruche. Si une ruche est proche, la mélasse est le choix le plus sûr. Elle est beaucoup moins attractive pour les abeilles et sa couleur sombre ne signale pas de nectar de fleurs à la plupart des pollinisateurs. Dans tous les cas, la boule de coton doit rester sous abri, non exposée aux insectes volants. L'amélioration réduit généralement la fenêtre d'effondrement de la colonie de 9 jours à environ 6 jours. Le mécanisme est identique. L'appât est simplement rapporté à la maison plus rapidement et en plus grand volume par voyage. L'appât liquide fonctionne pour les fourmis, mais les nuisibles à corps mou qui rampent sur le sol la nuit, perce-oreilles, limaces, vers gris, nymphes de punaises de la courge, cloportes, ont besoin d'un système de distribution entièrement différent. La réponse est une fine ligne sèche de poudre d'acide borique le long du périmètre de la plate-bande, jamais incorporée au sol lui-même. C'est la règle unique qui protège le jardin de la toxicité du bore et elle est non négociable. Le bore est un micronutriment essentiel pour les plantes. Les tomates, les brassicacées, les melons, les haricots et la plupart des légumes frits ont tous besoin de traces de bore dans le sol pour fructifier et développer des parois cellulaires saines. Mais la limite entre essentiel et toxique est exceptionnellement étroite pour le bore par rapport à la plupart des autres nutriments. L'acide borique concentré labouré dans un potager peut faire passer le bord du sol de niveau bénéfique, en partie par millions, à une zone toxique où il jaunit les feuilles, atrophie les racines et réduit le rendement pendant 2 ou parfois 3 saisons de croissance complète. Un seul poudrage imprudent peut compromettre une plate-bande pendant des années. La solution est la précision. L'acide borique reste à la surface, il reste en lignes étroites, il reste dans des endroits que le jardinier contrôle. Pour les rampants à corps mou, tracez une ligne sèche de poudre d'environ 3 mm de large le long du cadre extérieur en bois d'un bac surélevé ou en une fine bordure juste au-delà de la ligne de goutte à goutte d'une plante en pleine terre. Pas contre la tige, pas sur la zone racinaire. La poudre se dépose sur les pattes et le dessous des insectes rampants lorsqu'ils traversent la ligne et le double mécanisme. Abrasion plus ingestion lors de la toilette. Fait le reste pour les punaises de la courge à la base d'une liane. Ne saupoudrez pas plus d'un quart de cuillère à café directement sur le sol à moins de 10 cm de la tige et gardez l'application bien à l'écart des feuilles et des fleurs ouvertes où les abeilles butinent. Ne réappliquez qu'après que la pluie a importé la ligne. 2 ou 3 applications au cours d'une saison suffisent pour tout un bac surélevé. Pour les limaces autour des hostas, des lits de laitue ou des semis de choux. Tracez une ligne sèche fine et continue autour du périmètre de la plate-bande au coucher du soleil. Lorsque les limaces deviennent actives, la ligne agit comme une barrière physique et chimique. Les limaces qui tentent de traverser ramassent la poudre sur leurs pieds musculaires et les cristaux abrasifs agissent rapidement sur leur peau dépendante de l'humidité. Il y a une règle de plus et elle compte le plus à la fin de l'été quand les pollinisateurs sont partout. N'appliquez jamais de poudre d'acide borique quand la plante est en fleurs et que les abeilles butinent activement. Le risque de toxicité par contact pour les abeilles domestiques est faible. L'EPA classe l'acide borique comme pratiquement non toxique pour les abeilles sur la base des tests standards de D, L50. Mais un risque faible n'est pas un risque nul. La discipline simple consiste à appliquer tôt le matin avant que les abeilles ne sortent ou le soir après qu'elles soient retournées à la ruche, et à garder la poudre entièrement hors de la zone des fleurs. Ces 3 habitudes, appât liquide pour les fourmis, ligne de périmètre sèche pour les rampants, ne pas toucher au sol ni aux fleurs, constituent tout le manuel de l'acide borique pour un jardin familial. 2 $ de poudre, une tasse d'eau,
une poignée de boules de coton et la volonté d'attendre 9 jours que la colonie tombe au lieu de saisir un flacon pulvérisateur qui ne résoudra pas le problème réel de toute façon. Pendant près de 100 ans, ce minéral a discrètement fait ce qu'aucun produit chimique synthétique breveté n'a réussi: fonctionner sans engendrer de nuisibles plus résistants, sans dépouiller le microbiome du sol et sans empoisonner les prédateurs qui font la majeure partie du jardinage quand le jardinier s'efface simplement. La raison pour laquelle il n'est jamais devenu un nom familier est la même raison pour laquelle la plupart des meilleures vieilles solutions ne le deviennent jamais. Rien d'aussi bon marché ne peut soutenir un budget marketing. Le jardin n'a pas besoin d'armes plus puissantes. Il a besoin d'une vision plus claire de qui dirige réellement l'opération sous les feuilles. Si les pucerons n'ont gagné dans le jardin cette saison, regardez le sol à la base de la tige avant de chercher un autre spray. Il y a probablement une piste de fourmis, une économie d'élevage en plein essor et une cuillère à café de poudre à 2 $ qui attend de faire s'effondrer tout l'arrangement tranquillement, lentement, selon le calendrier que la nature elle-même préfère. Quel nuisible vous a causé des ennuis au jardin cette année? Des fourmis ont-elles été repérées autour d'une invasion de pucerons auparavant? Partagez votre histoire ci-dessous, parce que la meilleure sagesse de jardinage a toujours voyagé de jardinier en jardinier, par-dessus les clôtures et à travers les générations. Gardez vos mains dans la terre. Continuez à observer ce qui se passe réellement sous les feuilles et continuez à cultiver. Si cette histoire a changé votre regard sur les économies cachées de votre jardin, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire naturelle et les solutions simples qui ont été négligées pendant bien trop longtemps. Cultivons ensemble un avenir meilleur. Le prochain trésor de sagesse jardinière sera bientôt ouvert.